Une vie, une œuvre. François-René de Chateaubriand, 1768-1848. Une émission de Christine Gohémé, réalisée par Marie-Ange Garandot. Jean-Paul Clément, on est donc dans la bibliothèque de la maison de Chateaubriand. Oui. Mais alors, est-ce qu'on a une idée de la manière dont la bibliothèque de Chateaubriand était composée? Alors, on le sait par un inventaire qui a été dressé en 1817, lorsque Chateaubriand s'est séparé de la Vallée aux Loups. Et curieusement, pour un homme de plume et de livres, la première chose qu'il a vendue, c'est cette bibliothèque. Alors, il y avait quoi dans cette bibliothèque? Qu'est-ce que lisait Chateaubriand? Alors, ce que lisait Chateaubriand, il y avait très peu de romans. Il y avait surtout des livres de voyage, de théologie, des livres de l'Antiquité romaine, et en particulier un petit Homère qu'il avait annoté lui-même et qui ne l'a jamais quitté. Donc il l'a conservé, il en a offert un exemplaire à Fontane, son ami, puis il en a racheté un autre. Mais il y a surtout un fonds qui est un fonds classique d'humanité dans cette bibliothèque, et puis les voyages, qu'une part très importante, Cook, Bougainville, La Pérouse. Les philosophes aussi? Les philosophes, on trouve Voltaire, pas Diderot, Jean-Jacques Rousseau bien sûr, parce que c'est une des dettes que Chateaubriand a envers le XVIIIe siècle, c'est Jean-Jacques Rousseau. Donc il a les œuvres de Jean-Jacques Rousseau, et Madame de Staël aussi. Et lorsque je parlais de quelques romans, il y a tout de même quelques romans de Germaine de Staël dans sa bibliothèque. Ceux qui s'attendent ici à de fines analyses de techniques littéraires sur l'œuvre de Chateaubriand seront déçus. Il s'agit en fait d'une émission sur l'amour. L'amour pour ces textes amples, trop vastes et trop nombreux pour que nous puissions ici les évoquer tous, et sur le plaisir de lire un auteur qui transforme son lecteur, sa vision des choses, son langage. Chateaubriand libère nos façons d'être, de voir, de parler, de comprendre. Il amplifie tout. Il entraîne ceux qui le suivent dans des voyages vers des mondes multiples, inconnus, dans des temps et des espaces divers dont jamais un lecteur ne reviendra indemne. Je ne voudrais pas plagier une phrase célèbre, mais Jean-Paul Clément, Chateaubriand, combien de volumes? 27 volumes, plus les tables qui ont été établies par l'imprimeur. Et c'est les premières tables d'ailleurs que l'on trouve avec les différents index des auteurs ou des personnages cités dans les œuvres de Chateaubriand. Mais 27 volumes, je ne comprends pas les mémoires d'outre-tombe qui ont été publiées après. Car lorsqu'on parle des œuvres complètes, qui datent donc des années 1826-1831, on ne parle que des œuvres complètes, évidemment publiées en 1831. Or, les mémoires d'outre-tombe, par définition, et le nom l'indique, ont été publiées outre-tombe, c'est-à-dire après la mort de Chateaubriand. Oui, là, il avait une soixantaine d'années quand ces œuvres complètes... Exactement. Exactement. Et donc, elles s'arrêtent au discours politique, voilà. Au mélange littéraire. Donc, c'est vraiment une œuvre qui est déjà très importante et qui comprend, depuis la première œuvre qui est l'essai sur les révolutions, et qui va jusqu'aux derniers articles nécrologiques qu'il a composés sur la mort de tel ou tel académicien, mort entre-temps. Est-ce que c'était extravagant à l'époque qu'un auteur soit, mis en œuvre complète de son vivant? Les œuvres complètes, où vraiment Chateaubriand n'oublie aucun de ses articles, et pousse, ce qu'on lui a reproché d'ailleurs, de reprendre certains des articles et de les modifier, de les arranger un peu, de les réécrire. Voilà. C'est tout de même une nouveauté. Donc, en 1827. Oui, c'est une chose exceptionnelle. Pour des raisons qui tiennent aussi tout simplement à la gloire. À la gloire, et puis même aux besoins financiers qui le tenaillent constamment. Et oui, puisque de toute façon, il sera même, je crois, obligé de vendre cette belle maison de la Vallée aux Loups, parce qu'il était ruiné, tout simplement, n'est-ce pas? Alors, il s'est ruiné, c'est-à-dire qu'il a vécu dans une sorte d'impétuosité permanente. C'est un dépensier. C'est un dépensier. Ah, c'est sympathique. Ses adversaires, d'ailleurs, disent qu'ils n'ont jamais très bien compris pourquoi et à quoi servait l'argent qu'ils dépensaient. Mais il est vrai que la Vallée aux Loups a été achetée sur emprunt, que les aménagements, la plantation du parc
s'est faite aussi à ses frais sans qu'il ait de rentrée financière particulière. Les seules ressources permanentes qu'il pouvait escompter venaient de sa charge de ses fonctions de pair de France. Il était pair de France depuis 1815 et à ce titre, il touchait une pension de 14 000 francs. C'est un cadet de famille. Oui. Donc, c'est le frère aîné, puis son neveu, qui aura Combourg. Donc, il n'a pas de ressources particulières. Il devait entrer à l'ordre de Malte. La Révolution interrompt cette ambition, vient la briser court, et toutes ces ressources viendront de ses livres. Donc, il est à la fois... C'est un véritable homme de lettres au sens... C'est un véritable homme de lettres. C'est-à-dire, il vit de ses livres. Il vit de ses livres et il vit des quelques fonctions publiques qu'à certains moments il aura exercées. Voilà. Pair de France de 1815 à 1830. Il est ministre d'État, qui est en fait ne correspond pas à une fonction officielle, qui est une sorte de sinécure que le roi accorde, et en particulier c'est le cas de Louis XVIII. Il sera ambassadeur aussi. Il sera ambassadeur, mais ambassadeur, il dépense plus qu'il ne reçoit. Ben oui. Et l'un de ses attachés d'ambassade, qui s'appelait Dossonville, c'est en 1828-1829, à Rome, dit que lorsqu'on apportait, il recevait de temps à autre des subsides du gouvernement, et c'était une sorte de bourse ouverte, et chacun y puisait. Alors Madame de Chateaubriand pour ses bonnes œuvres, bien entendu, donc c'est formidable, ça. Très pieuse. Un autre secrétaire pour ses besoins personnels. Chateaubriand aussi. Il n'y avait pas à proprement parler de comptabilité. Et je crois que la Cour des comptes aurait certainement eu à reprendre beaucoup sur la gestion de l'ambassade de Chateaubriand. Mais lui-même dépensait au-delà de ce qui étaient les ressources que le gouvernement lui attribuait. Et dans toutes ces ambassades, il s'est, qui ont été brefs tout de même, il a donné de grands dîners, de grands festins, il recevait, et sans que les ressources viennent le compenser cette grande dépense qui était toujours motivée par le souci de représenter la France. Je crois qu'on n'a plus le sentiment aujourd'hui de ce qu'était être ambassadeur dans une des grandes places. Ouais. C'était Rome, tout de même, les États pontificaux, le pape. Il est là au moment d'un conclave, ce qui lui donne encore plus d'importance au rôle de l'ambassadeur. C'est Londres qui est une des premières places diplomatiques de l'époque. Et qu'il l'est encore aujourd'hui. Et qu'il est encore aujourd'hui, mais vraiment, il est ambassadeur. Les relations sont évidemment beaucoup plus lentes entre le ministère et puis l'ambassadeur qui est à Londres, et donc il représente la France. Oui, et du coup il a une responsabilité beaucoup plus importante. Il a une responsabilité beaucoup plus importante. Ces ambassadeurs-là ont véritablement un rôle politique que non plus les ambassadeurs d'aujourd'hui. Qui ont le téléphone et qui peuvent régler les choses directement. Qui peuvent les régler, où on leur donne les instructions immédiatement. Alors que là, il avait effectivement une marge de manœuvre importante, et les ambassades de Chateaubriand ont toujours été pour lui des tremplins vers autre chose aussi, et en particulier pour Londres, vers le congrès de Vérone, qui est un des grands congrès qui suit le congrès de Vienne, donc en 1822, et vers les affaires étrangères, dont il sera ministre en 1823. Donc, il y reste 6 mois à Londres, le temps de montrer que la France a repris aussi sa place dans ce qu'on appelle le concert des nations, après les défaites de Waterloo, après l'humiliation subie. Eh bien, la France est de nouveau, recouvre sa puissance et sa gloire, et Chateaubriand est là pour la représenter. Alors, il dépense à tout va, et se retrouve endetté, sans compter que chaque fois qu'il est dans une ville ou dans une autre, il construit des monuments. Par exemple, lorsqu'il est à Rome, il construit un monument à la gloire du Poussin, car c'est un grand admirateur de Nicolas Poussin. Alors il demande, ce qui est d'ailleurs une chose intéressante, ce qu'on appelle la Villa Médicis s'appelait à l'époque l'Académie de France, et il demande à un dessinateur, à un peintre, à un sculpteur, de composer un monument à la gloire de Nicolas Poussin. Donc une des grandes admirations avec le Lorrain, car Chateaubriand est un classique sous des dehors romantiques que l'on sait. C'est un grand admirateur de la littérature du XVIIe, de Racine, de La Bruyère, de Bossuet en particulier, mais aussi des peintres de cette époque, et les deux que je viens de citer sont parmi les grandes admirations de Chateaubriand. Donc il élève un monument sur ses frais, sur ses propres deniers.
Jean Gilibert. Je vais vous lire Vie à Combourg, journée et soirée, qui est le 3e chapitre du début des Mémoires d'Outre-Tombe. Le calme morne du château de Combourg était augmenté par l'humeur taciturne et insociable de mon père. Au lieu de resserrer sa famille et ses gens autour de lui, il les avait dispersés à toutes les aires de vent de l'édifice. Sa chambre à coucher était placée dans la petite tour de l'Est et son cabinet dans la petite tour de l'Ouest. Les meubles de ce cabinet consistaient en 3 chaises de cuir noir et une table couverte de titres et de parchemins. Un arbre généalogique de la famille de Chateaubriand tapissait le manteau de la cheminée, et dans l'embrasure d'une fenêtre, on voyait toutes sortes d'armes depuis le pistolet jusqu'à l'espingole. L'appartement de ma mère régnait au-dessus de la grande salle, entre les 2 petites tours. Il était parqueté et orné de glaces de Venise à facettes. Ma sœur habitait un cabinet dépendant de l'appartement de ma mère. La femme de chambre couchait loin de là dans le corps de logis des grandes tours. Moi, j'étais niché dans une espèce de cellule isolée, au haut de la tourelle de l'escalier qui communiquait de la cour intérieure aux diverses parties du château. Au bas de cet escalier, le valet de chambre de mon père et les domestiques gisaient dans des caveaux voûtés, et la cuisinière tenait garnison dans la grosse tour de l'Ouest. Mon père se levait à 4 heures du matin, hiver comme été. Il venait dans la cour intérieure appeler et éveiller son valet de chambre à l'entrée de l'escalier de la tourelle. On lui apportait un peu de café à 5 heures. Il travaillait ensuite dans son cabinet jusqu'à midi. Ma mère et ma sœur déjeunaient chacune dans leur chambre à 8 heures du matin. Je n'avais aucune heure fixe, ni pour me lever, ni pour déjeuner. J'étais censé étudier jusqu'à midi. La plupart du temps, je ne faisais rien. À 11h30, on sonnait le dîner que l'on servait jusqu'à midi. La grande salle était à la fois salle à manger et salon. On dînait, et l'on soupait à l'une de ses extrémités du côté de l'Est. Après les repas, on se venait placer à l'autre extrémité du côté de l'Ouest, devant une énorme cheminée. La grande salle était boisée, peinte en gris blanc et ornée de vieux portraits depuis le règne de François Ier jusqu'à celui de Louis XIV. Parmi ces portraits, on distinguait ceux de Condé et de Turenne, un tableau représentant Hector tué par Achille sous les murs de Troie était suspendu au-dessus de la cheminée. Le dîner fait, on restait ensemble jusqu'à 2 heures. Alors, s'il était, mon père prenait le divertissement de la pêche, visitait ses potagers, se promenait dans l'étendue du vol du chapon. Si l'automne et l'hiver, il partait pour la chasse. Ma mère se retirait dans la chapelle où elle passait quelques heures en prière. Cette chapelle était un oratoire sombre, embelli de beaux tableaux des plus grands maîtres qu'on ne s'attendait guère à trouver dans un château féodal au fond de la Bretagne. J'ai aujourd'hui en ma possession une sainte famille de l'Albane, peinte sur cuivre, tirée de cette chapelle. C'est tout ce qui me reste de Combourg. Mon père partit et ma mère en prière. Lucille s'enfermait dans sa chambre. Je regagnais ma cellule où j'allais courir les champs. À 8 heures, la cloche annonçait le souper. Après le souper, dans les beaux jours, on s'asseyait sur le perron. Mon père, armé de son fusil, tirait les chouettes qui sortaient des créneaux à l'entrée de la nuit. Ma mère, Lucille et moi, nous regardions le ciel, les bois, les derniers rayons du soleil, les premières étoiles. À 10 heures, on rentrait et l'on se couchait. Les soirées d'automne et d'hiver étaient d'une autre nature. Le souper fini, et les 4 convives revenus de la table à la cheminée, ma mère se jetait, en soupirant, sur un vieux lit de jour de siamoise flambée. On mettait devant elle un guéridon avec une bougie. Je m'asseyais auprès du feu avec Lucille. Les domestiques enlevaient le couvert et se retiraient. Mon père commençait alors une promenade qui ne cessait qu'à l'heure de son coucher. Il était vêtu d'une robe de ratine blanche, ou plutôt d'une espèce de manteau que je n'ai vu qu'à lui. Sa tête demi-chauve était couverte d'un grand bonnet blanc qui se tenait tout droit. Lorsqu'en se promenant, il s'éloignait du foyer, la vaste salle était si peu éclairée par une seule bougie qu'on ne le voyait plus.
On l'entendait seulement encore marcher dans les ténèbres. Puis il revenait lentement vers la lumière et émergeait peu à peu de l'obscurité comme un spectre, avec sa robe blanche, son bonnet blanc, sa figure longue et pâle. Lucille et moi nous échangions quelques mots à voix basse quand il était à l'autre bout de la salle. Nous nous taisions quand il se rapprochait de nous. Il nous disait en passant « De quoi parliez-vous » Saisi de terreur, nous ne répondîmes rien. Il continuait sa marche. Le reste de la soirée, l'oreille n'était plus frappée que du bruit mesuré de ses pas, des soupirs de ma mère et du murmure du vent. Vous lisez souvent Chateaubriand, Jean Gilbert. Vous avez même écrit sur vos lectures de Chateaubriand. À moi, oui, beaucoup. En fait, j'ai lu Chateaubriand très précocement, quand j'étais au collège, par un hasard de circonstances, un prof qui me l'a fait aimer, et puis je ne l'ai plus lu, comme ça arrive souvent, et puis je l'ai relu tardivement, relativement, vers la cinquantaine, et depuis, je n'ai cessé de le lire. Je ne dis pas que j'ai tout lu, hein. Le génie du christianisme, je ne le connais pas en entier. Mais j'ai beaucoup lu Chateaubriand, qui pour moi est avec Pascal l'écrivain français, de langue française le plus extraordinaire, et que c'est celui qui m'apporte le plus. C'est quelqu'un qui a tenu un immense temps et qui a réfléchi profondément sur qu'est-ce que c'est que le temps, la temporalité, cette immobilité du temps qu'il appelle lui éternité à juste titre. L'absolu du temps. D'une certaine façon, et je crois que le passage d'ailleurs des Mémoires d'Outre-Tombe que vous avez lu est vraiment très intéressant de ce point de vue-là, c'est que il a vécu dans une espèce de hors-temps, c'est un peu ça qui se passe, oui, hein, oui. Il vit dans cette espèce de lieu qui n'est pas un lieu, dans une famille qui n'en est pas une, avec un temps dont on ne sait absolument rien, qui pourrait être au fond le Xe siècle ou le XXIe siècle. Enfin, on peut pas dater ni quoi que ce soit. Et au fond, on a cette sensation très nette que toute sa vie, Chateaubriand a toujours été à côté de la plaque. Oui. Enfin, et ça, c'est vraiment épatant. Tout à fait. Vous avez raison. C'est vrai. À côté de d'abord, son attitude vis-à-vis de Napoléon, Bonaparte puis Napoléon, qui est le même, bien sûr. Il a très bien compris quelle était la fascination et les dangers du césarisme. On pourrait pas dire fascisme parce que ça, le mot ne conviendrait pas, mais enfin, disons du césarisme. Et il dit une chose. Il dit Louis XIV, son siècle l'a fait, alors que Napoléon a fait son siècle. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le siècle de Napoléon, ça n'est pas grand-chose. C'est-à-dire que le siècle, au sens fort du mot, non seulement le séculier, mais l'époque et le temps est bien plus important que l'individu humain. Enfin, c'est la façon dont l'individu et l'homme s'inscrit dans le temps qui est prédominant. Et Chateaubriand est certainement le penseur le plus révolutionnaire qui a compris que l'époque, au sens fort du mot, Peggy aussi a compris cette chose-là, que l'époque est plus grand que la période et quelque chose du temps, du temporel, qui est immarcessible, enfin que l'homme, il ne peut qu'entrer dedans, mais ne peut pas le dominer. Vous-même, quand vous lisez Chateaubriand, est-ce que quelque chose bouge dans votre langue? Ah oui, moi je suis profondément, je suis bouleversé jusqu'aux larmes. Chateaubriand, en fin de compte, entre Dieu et les lettres, il a choisi Dieu. Il a compris qu'il n'y avait pas d'esthétique de la discontinuité, contrairement au moderne. C'est en ça qu'il est un classique, comme on dit, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mais ça n'est pas un romantique. C'est une autre aventure. C'est beaucoup plus forte que les classifications quasi nosographiques qu'on fait dans la littérature. Il va bien au-delà. Bien au-delà. Quand vous dites qu'il choisit Dieu face aux lettres, au fond, ça veut dire qu'il ne se choisit pas lui-même. Oui, tout à fait. Chateaubriand, il est en fin de compte contre la littérature, alors qu'il paraît être le littérateur par excellence, en raison, en effet, de ce qu'on a appelé l'enchanteur, enfin, comment dirais-je, la phrase, enfin, la stylistique extraordinaire. Hein. Tout d'un coup, hop, c'est une écriture onirique. C'est une écriture absolument rêvée de songe.
Jean-Paul Clément, on va, si vous voulez bien, profiter de la beauté du parc, de cette maison. Oui. Donc la maison de Chateaubriand. Oui, oui. Vous êtes le directeur et vous écrivez une biographie de Chateaubriand et vous avez travaillé sur l'œuvre et vous êtes en train d'établir les mémoires d'outre-tombe. Donc vous connaissez tellement bien cette œuvre dont vous nous dites qu'elle est gigantesque. Ce qu'on pressent, mais enfin personne n'a vraiment lu entièrement Chateaubriand, peut-être en dehors de vous. Et je voulais vous demander comment il commence d'écrire Chateaubriand. Comment ça se passe? Je crois qu'il commence à composer, à écrire, sous l'influence de sa sœur Lucille, dont on a beaucoup parlé, qui est un personnage un peu déséquilibré, romantique avant la lettre, oui, mais qui est passionné de littérature, et toute la famille est passionnée de littérature, pas seulement lui, mais une autre sœur qu'on connaît beaucoup moins que Lucille, qui est Julie de Farcy, qui quitte sa province, qui quitte Fougères, et qui s'installe à Paris pour créer non pas un salon littéraire parce qu'elle n'est pas suffisamment connue, mais elle fait venir à elle les écrivains que Chateaubriand va rencontrer à la veille de la Révolution. Ce sont des noms qui ne disent plus rien à personne. Si je donne les noms de Ginguené, de Delisle de Sales, effectivement, Chamfort, oui, bien sûr, Chamfort, oui, mais c'est certainement le plus connu. Les autres, l'Arpe, peut-être encore, la style un souvenir. Mais ce sont vraiment les grands hommes, ce sont eux qui tiennent le haut du pavé à l'époque, et certains d'entre eux, encore des moindres, comme Fabre d'Églantine ou d'autres, ou Camille Desmoulins, deviendront des révolutionnaires, deviendront les hommes de la Révolution. Donc, Tocqueville a très bien dit d'ailleurs, les hommes de lettres étaient devenus tout dans la vie politique, sans doute parce que les hommes politiques eux-mêmes avaient un petit peu cessé de remplir leurs fonctions. Et donc, lorsque Chateaubriand arrive, être homme de lettres, être publié dans l'Almanach des Muses, c'est une sorte d'institution. Et publier un poème dans cet almanach, qui paraît tous les ans, comme son nom l'indique, eh bien, c'est déjà une consécration. On fait du bruit, on devient un personnage lorsqu'on a publié cela. On est un auteur reconnu. On est un auteur reconnu. Voilà. Et Chateaubriand, sous l'inspiration de sa sœur Lucille, va publier des poèmes qui sont inspirés de poètes anglais, comme Thomas Gray par exemple, et en particulier un poème sur les cimetières de campagne. Donc on est dans cette période bucolique, champêtre, on aime exalter la campagne, on est influencé par Jean-Jacques Rousseau, et donc il compose ce poème. Et il se croit poète, alors que sa vocation est ailleurs. Elle n'est pas dans la versification, elle n'est pas dans l'imitation des poètes du XVIIIe siècle. C'est quoi comme sorte de poète, Chateaubriand? C'est un bon poète ou pas? C'est pas un très bon poète. Ah bon? C'est pas un très bon poète. Il ne le reconnaîtra jamais vraiment, puisqu'il composera même une tragédie ici à la Vallée aux Loups, une tragédie qui s'appelle Moïse, qui est entièrement versifiée, dont on trouve quelques beaux effets inspirés d'Athalie, mais encore une fois, faut-il les chercher. Mais encore une fois, la poésie semble, la versification plus exactement, cette recherche constante de la rime riche, fait que son inspiration expire au bout de l'Alexandra. À cause de la contrainte, quoi. À cause de la contrainte. Donc, il est poète et il n'aura véritablement la révélation de sa vocation d'écrivain qu'en traversant l'Atlantique. C'est-à-dire que la révolution imminente va le jeter ou lui faire réaliser son rêve qui est de voyager. Il est tout de même de Saint-Malo, c'est une famille de marins, d'armateurs. Il va donc passer en Amérique, et de là, il va rapporter, si je puis dire, la première moisson, une œuvre gigantesque dont il ne publiera d'ailleurs que des fragments inachevés, mais déjà très importants, dans ce cycle des Natchez. Ce cycle des Natchez ne paraîtra que dans les années 1826-1827, mais il en aura détaché auparavant 2 fragments, qui sont les signes avant-coureurs de l'essai sur les révolutions, c'est Atala et René. Et Atala et René paraissent au tout début du XIXe siècle et vraiment donnent le branle au sentiment romantique. Le vague des passions apparaît à cette époque-là. L'œuvre romanesque de Chateaubriand
pour véritablement naître, a besoin de grandes commotions, a Oui. besoin de grands moments de rupture. Il faut qu'il rompe avec son pays, que la Révolution le jette hors de lui-même, pourrait-on dire, dans l'exil qu'il va vivre pendant 7 ans en Angleterre, et donc introduise en lui une sorte de tension permanente qu'on retrouve dans toute l'œuvre. Les Mémoires d'Outre-Tombe en sont vraiment l'expression, cette tension permanente entre la nostalgie, qui fait ce chant admirable de Chateaubriand à travers toute son œuvre, et ce désir en même temps d'être de son siècle, d'anticiper sur l'avenir. Ce sont les fameuses futuritions, le mot est de lui, qu'on retrouve également dans les mémoires. Donc il est à la fois attiré par le passé, parce qu'il est issu de l'ancienne France, et en même temps il a un tel désir d'être de son temps, de jouer un rôle, de se tailler une place dans la société, de se faire reconnaître, de gagner la gloire et de l'emporter, que constamment on le trouve pris entre ces deux tentations, et constamment cette œuvre oscille entre les deux éléments, c'est ce qui en fait sa couleur, son caractère particulier. Donc au fond, Chateaubriand écrira toujours à l'intérieur même de son propre exil, hein, c'est ça? Oui, il y a une sorte d'exil, l'exil réel, si je puis dire, qui est celui d'Angleterre, Oui. lorsqu'il est... Et l'exil intérieur, enfin, comme on pourrait dire. Et l'exil intérieur aussi, le sentiment aussi de ne pas être compris par ses contemporains. Ce qui était vrai. Il est à la fois très connu et incompris, C'est la vérité, n'est-ce ce qui est pas? la vérité. Il y a eu la des vérité. problèmes très, très vifs avec ses contemporains, Chateaubriand. Presque tout au long de sa vie, depuis son retour en France en 1800, lorsqu'il commence à servir Napoléon, comme d'autres d'ailleurs, et même il va dédicacer son génie du christianisme à Napoléon, pour s'en séparer. Et donc la vie de Chateaubriand, qui est mêlée aussi à sa vie politique, à laquelle il attache une grande importance, est constamment faite d'adhésion et de rupture, jusqu'au bout, de refus également. En 1830, il refuse de prêter le serment à Louis-Philippe. Donc il y a à la fois une continuité personnelle, si je puis dire, mais qui est mal perçue par ses contemporains. Alors les uns lui reprochent d'être trop rousseauiste et de l'être resté, et donc d'être un jacobin déguisé, on voit que ce sont les ultras qui le pensent, ou d'avoir entraîné la monarchie vers sa fin. Je crois dire que Charles X y a peut-être largement contribué. Les bonapartistes le considèrent comme quelqu'un d'extérieur à eux. Il n'a été que pendant quelque temps attaché à l'Empire parce que l'Empire établissait le culte, les autels, les églises, était un ordre restaurateur avant de détruire. Et ce qu'il montre très bien dans les passages fulgurants de la campagne de Russie, où Napoléon est une sorte de roi fou, de roi shakespearien, Oui. tel qu'on le trouve dans les Mémoires d'Outre-Tombe. Il n'est guère apprécié des libéraux non plus parce qu'il a entrepris ce qui est la grande œuvre de son ministère des Affaires étrangères, la guerre d'Espagne, au profit de Ferdinand VII, qui est un absolutiste, un roi absolutiste stupide et sanguinaire. Mais il l'a fait pour rendre à la France la place qu'elle avait perdue depuis Waterloo. Donc les libéraux ne peuvent pas l'accepter non plus et Stendhal le traite de plat ultra, ce qui n'est pas son cas non plus. Donc il se trouve constamment en porte-à-faux, y compris auprès de Charles X, auprès de la duchesse d'Angoulême, l'orpheline du Temple, à qui il consacre de très belles stances, et qui est un peu fatiguée sans doute qu'on l'appelle toujours l'orpheline du Temple alors qu'elle a 50 ans. Et c'est un peu pour elle une sorte d'agacement parce que c'est une image elle est porte mariée au comme duc ça, d'Angoulême, donc, le duc d'Angoulême voilà. est stérile, elle n'aura pas de postérité, elle restera l'orpheline du Temple, et elle est stérile elle-même intellectuellement. Et donc Chateaubriand à la fois est attaché à cette dynastie, ne la ménage guère et lui reste fidèle tout de même. Alors on a dit, mais Chateaubriand est très content, si je veux dire, d'ouvrir un tombeau devant cette monarchie et puis d'assister ensuite à son enterrement.
C'est Napoléon, le personnage vraiment central de l'œuvre de Chateaubriand. Alors voilà une drôle d'histoire de haine et d'amour mêlé, Christian Jambet. Je lirai, si vous voulez, un texte de Chateaubriand qui, à mon avis, pointe ce qui est chez lui son sentiment principal à l'égard de l'empereur. C'est le début du livre 25e des Mémoires d'Outre-Tombe, alors qu'il en a fini avec le récit de l'épopée napoléonienne et qu'il fait le bilan de la transition, du passage, qu'il interprète en réalité comme une rupture entre cette épopée extrêmement rapide et à ses yeux contradictoire, à la fois héroïque et calamiteuse, et le rétablissement des Bourbons. Voilà ce qu'il écrit. Retomber de Bonaparte et de l'Empire à ce qui les a suivis, c'est tomber de la réalité dans le néant, du sommet d'une montagne dans un gouffre. Tout n'est-il pas terminé avec Napoléon? Aurais-je dû parler d'autre chose? Quel personnage peut intéresser en dehors de lui? De qui et de quoi peut-il être question après un pareil homme? Dante a eu seul le droit de s'associer aux grands poètes qu'il rencontre dans les régions d'une autre vie. Comment nommer Louis XVIII en place de l'empereur? Je rougis en pensant qu'il me faut nasillonner à cette heure d'une foule d'infimes créatures dont je fais partie, êtres douteux et nocturnes que nous fûmes d'une scène dont le large soleil avait disparu. Il n'a pas toujours écrit ce genre de choses, n'est-ce pas En fait, il a toujours écrit ce genre de choses, tout en écrivant très souvent le contraire. Je crois qu'on peut distinguer une admiration constante pour celui qui, à ses yeux, symbolise une époque dont il parle, en règle générale, ici au passé, comme d'une époque de grandeur inégalable. Mais d'un autre côté, il en parle au fond comme d'un monstre, c'est-à-dire comme d'un homme à la fois surnaturel et contre nature, sacrifiant la France et le monde à son désir de grandeur et coupable à tous égards devant le tribunal de l'équité, de la morale et de la liberté. Il en parle à la fois comme d'un tyran et du seul sujet politique digne d'attention entre les deux siècles. De sorte que, d'une part, il ne cesse de dire sa fidélité à l'égard des Bourbons, et d'autre part, il considère au fond que les Bourbons sont finis, que la royauté légitime n'est plus de mise et que l'État moderne en a pris le relais. Et au fond, il se fait l'historien de cette émergence de l'État moderne sur les ruines de ce que lui considère comme l'objet de sa fidélité. De sorte que son amour irait légitimement aux Bourbons, mais va contre cette même fidélité à celui qui, à la suite de la Révolution, enterre un monde auquel Chateaubriand reste attaché par toutes ses fibres, mais dont il sait qu'il est désormais révolu. Alors ça, c'est un aspect, pourrait-on dire, du conflit intérieur de Chateaubriand à l'égard de Napoléon. L'autre aspect, c'est un aspect plus politique. Il ne cesse, dans les Mémoires d'Outre-Tombe en tout cas, de faire varier son humeur à l'égard de l'Empire, selon qu'il parle des aspects grandioses de la conquête et de l'accroissement de la France, ou qu'il parle de la suppression des libertés. Alors, en ce sens, Chateaubriand est un de ceux qui s'est opposé à l'Empire au nom des libertés individuelles, et qui, au fond, on le voit encore... Par exemple, au nom des libertés de la presse. Oui, au nom des libertés de la presse, au nom, tout simplement, d'ailleurs, de l'individu juridique, au nom de la suppression de l'impôt. Un des grands chefs d'accusation qui porte sans cesse contre Napoléon, c'est que Napoléon accable le peuple d'impôts. Il invente l'imposition moderne par opposition à l'imposition relativement discrète ou même la suppression d'imposition que proposent les Bourbons.
Et puis alors enfin, bien entendu, c'est le buveur de sang. C'est-à-dire que Napoléon est celui qui construit son empire sur le corps des millions de soldats morts. Ça, c'est un autre aspect du conflit politique. Mais alors, ça se redouble du point de vue politique encore d'une autre contradiction, parce que, d'un côté, incontestablement, jusqu'à Austerlitz, puisque c'est là que passe la fracture, 1805, aux yeux de Chateaubriand, Napoléon est un génie politique et militaire, et puis d'autre part, à partir de 1805, au fond, à partir du moment, ou 1806, à partir du moment où Napoléon a vaincu l'Autriche et la Prusse et se retrouve face aux Russes, commencent les erreurs. Et Chateaubriand, à ce moment-là, se présente au fond comme celui qui aurait pu corriger les erreurs. C'est-à-dire qu'il ne cesse de commenter les décisions politiques de l'empereur en montrant comment elles auraient dû être plutôt que comment elles sont. Alors évidemment, les deux grandes erreurs que Napoléon lui-même a relevées à Sainte-Hélène, c'est l'invasion de l'Espagne, l'invasion de la Russie. Ce qui fait que une grande partie des commentaires de Chateaubriand portent sur le conflit espagnol et sur le conflit russe. Et alors, l'admiration pour Napoléon reprend lorsque Chateaubriand raconte 1814-1815. Il compare lui-même la campagne de France 1814 à la campagne d'Italie, en montrant d'ailleurs comment la première a offert l'Empire à Napoléon et comment la seconde aboutit à sa chute. Le récit de Waterloo est un récit lui-même déchiré, puisque Chateaubriand, qui se trouve à Gand, sait bien qu'il est du côté des troupes qui combattent les troupes françaises, autrement dit, il est du côté de gens qui sont les ennemis de la France, et d'un autre côté, il suppose que la victoire de Wellington conduirait à la délivrance de son pays de ce qu'il considère lui-même comme une tyrannie. D'où ce déchirement propre à l'émigré qui fait la position constante, ou plus exactement le malaise constant de Chateaubriand. Mais c'est quelqu'un de complètement déchiré d'une certaine manière, en deux quoi. Oui, déchiré entre le sentiment que Napoléon c'est le sublime, or il est lui-même un écrivain du sublime, mais que d'autre part les sociétés libres n'ont pas besoin de sublime. Les sociétés libres ont besoin finalement de ce que Tocqueville décrira, c'est-à-dire de modération et de respect de l'individu, de respect de la paix, de respect de la vie. Et de ce point de vue, Chateaubriand oppose à Napoléon ce qui va devenir, et jusqu'à notre époque, une assourdissante rengaine, la rengaine des droits de l'humanité. Mais d'un autre côté, ce même Napoléon, donc, qui est la figure sublime et monstrueuse, c'est son seul interlocuteur. Il oppose sa propre obscurité quand il est réfugié en Angleterre, émigré en Angleterre, à la grandeur éclatante de cet homme qui a le même âge que lui, dit-il, et qui, au moment où lui-même n'est encore rien, a déjà remporté des dizaines de victoires. Et au fond, s'engage entre lui et l'empereur un combat qui est celui de la plume et de l'épée, savoir comment, par l'écriture, il va égaler la puissance d'un homme qui a été le maître du monde. Et par là même, au fond, Chateaubriand, dans son commentaire de l'épopée napoléonienne, crée deux figures. D'une part, il crée, avant Balzac et Hugo et Nerval, la figure titanesque de Napoléon, c'est-à-dire qu'il fait de Napoléon l'homme par-delà le bien et le mal, dont d'ailleurs la figure entra encore Nietzsche, l'homme de la grande politique, et d'autre part, il crée la figure du grand écrivain, c'est-à-dire de celui qui, face au grand politique, alors même qu'il n'a aucun pouvoir, qu'il est exilé, qu'il est hors d'ordre, témoigne, est le seul à pouvoir écrire la grandeur de celui-là même contre qui il combat. Christian Jambec, là vous nous avez parlé du rapport que Chateaubriand entretenait avec Napoléon. Moi j'aimerais bien que vous disiez deux mots sur le rapport que Napoléon entretenait avec Chateaubriand. Il faut bien voir que les écrivains, les philosophes, les artistes sont perçus par l'empereur d'un point de vue strictement instrumental. C'est-à-dire, est-ce qu'ils servent l'État ou est-ce qu'ils s'y opposent? S'ils s'y opposent, on les annule ou on les ignore. S'ils le servent, on se tait sur eux. L'admiration de Napoléon va, en règle générale,
aux grands auteurs du passé, aux auteurs classiques, ou aux auteurs vivants qui lui semblent réincarner quelque chose du classicisme. On le voit dans sa rencontre avec Goethe. Donc, l'écrivain n'a d'intérêt que dans la mesure où il accompagne de sa prose ou de ses vers ce qui a lieu dans le réel, c'est-à-dire là où le destin se noue, dans la politique. Par conséquent, Chateaubriand, d'une certaine manière, répond à cela lorsqu'il écrira plus tard les Mémoires d'Outre-Tombe, qui sont un fabuleux texte sur la politique. Et il a lui aussi compris désormais que le destin et la politique, ce d'ailleurs pourquoi Charles X ou Louis XVIII l'intéressent si peu, parce que la politique à ce moment-là est morte. Mais, du point de vue de Napoléon, on voit bien que l'écrivain comme tel, ou l'artiste comme tel, n'a pas d'existence en dehors du politique, c'est-à-dire en dehors de l'État. Et c'est moins une attitude d'empereur romain, bien sûr ça l'est aussi, que quelque chose qui préfigure l'attitude léniniste. C'est pas très loin de ce que Lénine pensera de Maïakovsky, ou de ce que Staline pensera du cinéma soviétique, ou de Mandelstam. Alors simplement, Napoléon n'envoie pas ses auteurs au goulag. Mais c'est en réalité très proche de ce qu'on voit chez Staline par rapport à Mandelstam. La Révolution m'aurait entraîné si elle n'eût débuté par des crimes. Voilà. Ça, c'est très beau, parce que ce m'aurait entraîné, finalement, elle l'entraîne. Philippe Solers. Mais il faut être précis. Je vis la première tête portée au bout d'une pique, et je reculais. Jamais le meurtre ne sera à mes yeux un objet d'admiration et un argument de liberté. Je ne connais rien de plus servile, de plus méprisable, de plus lâche, de plus borné qu'un terroriste. Propos très actuel, non? N'est-ce pas? Alors voilà une scène que j'appellerais ce qui, dans la fascination qu'il a malgré tout pour l'écoulement du temps révolutionnaire, fait de Chateaubriand un grand spécialiste du temps. Proust s'en souviendra, bien sûr. En fait quelqu'un qui juge, non pas avec une idéologie, mais avec le goût. Pour s'y reconnaître dans le temps qui vous entraîne, il faut voir ce qui, en réalité, détourne ce temps de son projet cataclysmique en fonction de ce qui est criminel par mauvais goût. Un groupe de déguenillés arrive par un des bouts de la rue. Du milieu de ce groupe s'élevaient deux étendards que nous ne voyions pas bien de loin. Lorsqu'ils s'avancèrent, nous distinguâmes deux têtes échevelées et défigurées que les devanciers de Marat portaient chacun au bout d'une pique. Tout le monde se retira des fenêtres, j'y restais. Voilà, ça c'est Chateaubriand. Tout le monde a peur, tout le monde est horrifié, les dames ont des petits hoquets, elles s'évanouissent ou à moitié, mais lui il reste, ce qui prouve bien que ça l'intéresse et qu'il est entraîné. Il accepte de voir. Les assassins s'arrêtèrent devant moi, me tendirent les piques en chantant. Il faut voir la scène. Donc, ce sont des têtes. Voilà, vous allez voir la précision de la description.
me tendirent les piques en chantant, en faisant des gambades, en sautant pour approcher de mon visage les pâles effigies. L'œil d'une de ces têtes, sorti de son orbite, descendait sur le visage obscur du mort. La pique traversait la bouche ouverte dont les dents mordaient le fer. Ces têtes et d'autres que je rencontrai bientôt après changèrent mes dispositions politiques. J'eus horreur des festins de cannibales et l'idée de quitter la France pour quelques pays lointains germa dans mon esprit. Et hop, aux États-Unis. Il y reviendra, et alors là, il n'y a plus tellement ces espèces de scènes de gambades avec des têtes coupées. C'est étrange quand même que le peuple le plus civilisé de la planète se soit retrouvé dans des bacchanales de ce genre. C'est très intéressant. Il faut prendre ça par le goût, pas par la politique. Alors le voilà quand même, le grand Chateaubriand. C'est la description du désastre de Russie en 1812. Vous allez voir quelle émotion nationale, grande et nationale, comme a dit Bonaparte de lui, Napoléon. Finalement, oui, c'est un adversaire, bien sûr, mais il a le sens du grand et du national, enfin du français. Que diable allait faire Napoléon à Moscou? Je vous le demande. Alors, le 6 novembre, le thermomètre descendit à 18 degrés au-dessous de zéro. Tout disparaît sous la blancheur universelle. Regardez comme c'est bien fait. Hop, passé simple, présent. Le 6 novembre, le thermomètre descendit à 18 degrés au-dessous de zéro. 2 points. Tout disparaît sous la blancheur universelle. Ça, vous voyez, ça c'est écrit. Les soldats, sans chaussures, sentent leurs pieds mourir. Leurs doigts, violâtres et roidis, laissent échapper le mousquet dont le toucher brûle. Leurs cheveux se hérissent de givre, leurs barbes de leur haleine congelée. Leurs méchants habits deviennent une casaque de verglas. Ils tombent, la neige les couvre. Ils forment sur le sol de petits sillons de tombeaux. On ne sait plus de quel côté les fleuves coulent. On est obligé de casser la glace pour apprendre à quel orient il faut se diriger. Égarés dans l'étendue, les divers corps font des feux de bataillons pour se rappeler et se reconnaître, de même que les vaisseaux en péril tirent le canon de détresse. Les sapins, changés en cristaux immobiles, s'élèvent çà et là, candélabres de ces pompes funèbres. Des corbeaux et des meutes de chiens blancs, 100 mètres, suivaient à distance cette retraite de cadavres. Chaque femme occupe dans si je puis dire, la voie lactée amoureuse de Chateaubriand une place particulière. Et bien souvent, ce sont plus des... Pauline de Beaumont représente pour lui la femme d'Ancien Régime, qui représente tout le raffinement du XVIIIe siècle. Et c'est cela qu'il aime en elle. Nathalie Noailles, c'est à la fois un personnage qui a beaucoup de qualités, qui est peintre, qui est écrivain, qui a une femme douée, propriétaire de Méréville, qui est le sourire d'une docte fée, c'est Nathalie Noailles. Delphine de Custine, toutes ces femmes d'ailleurs venant un petit peu de ce qu'on appelait des sortes d'héritage d'échafaud. Leur père, leur fils ou leur mari sont morts sur l'échafaud. Elles ont toute une
une singularité, elles sont intéressantes en tant que telles, et leur correspondance le rend très bien. Chateaubriand, lui, n'est pas, je disais que ce n'était pas un grand versificateur, ce n'est pas non plus un épistolier hors pair. Il est grand dans une œuvre comme Les Mémoires d'Outre-Tombe ou dans les romans. Et je suis surpris de voir que la correspondance est parfois un peu décevante. Et ce sont les personnages comme Delphine de Custine ou Nathalie Noailles qui sont beaucoup plus intéressantes que lui. Ah oui. Il y répond de manière hâtive, rapide, entrechoquée. Il passe d'un sujet à l'autre. Les sentiments sont à peine esquissés. Et jamais le mot amour, où on ne sent jamais véritablement une sorte de passion pour le personnage. Mais la passion vient avec le temps. Et c'est presque au moment, un peu à la manière de Proust, au moment où le temps est perdu, que l'amour s'est évaporé, que la femme aimée est morte, par exemple, eh bien, on sent que Chateaubriand retrouve là, par une sorte de ce qu'il appelle une sympathie de réminiscence, une sorte de douleur profonde. Contrairement à Proust, pour qui le temps retrouvé est une sorte de joie, d'épanouissement, de bonheur, le temps perdu, parce qu'on se retrouve dans le temps passé. Oui. Pour lui, l'appréhension qui part des mêmes éléments, c'est le chant de la grive de Montboissier, c'est telle odeur suave d'une héliotrope, ou tel parfum qui lui rappelle ce temps. Mais ce temps, c'est le temps de sa jeunesse. C'est le temps perdu, définitivement perdu, et non pas retrouvé. Et les femmes sont là prises un petit peu au piège de ce temps perdu. Donc, les plus belles évocations de femmes, ce ne sont peut-être pas les maîtresses de Chateaubriand, celles que je citais tout à l'heure, ce sont parfois des évocations fugitives. Ce sont des personnages qu'on entrevoit, une silhouette, une petite auteuse qui porte ses fagots de bois dans une forêt pragoise. C'est à l'hôtel des Bains à Prague, lorsqu'ils seront près de Charles X, il y a une servante d'auberge qui de temps en temps, chaque service, elle se met au piano et elle joue. Et là, on a un croquis extraordinaire et il y a une sorte d'amour de la femme, de cette esquisse de femme, qu'il ne verra qu'un seul instant, qu'il ne reverra plus ensuite, qui est là faite vraiment dans l'éphémère. Dans la perception de l'éphémère, de fugace. Et là, nous avons vraiment les descriptions peut-être les plus aimantes, finalement, de la femme. Paul-Louis Rossi, vous êtes écrivain et poète, et vous êtes un lecteur de Chateaubriand. Alors, moi j'aurais aimé savoir, au fond, quel rôle la lecture de Chateaubriand tient dans votre vie. Alors d'abord, c'est tout de même un auteur qu'on a lu très tôt dans notre éducation. Et moi, j'ai dû apprendre quand même des pages entières des Martyrs ou des Mémoires d'Outre-Tombe. Et alors, pendant très longtemps, disons qu'on a abandonné Chateaubriand, comme on a abandonné beaucoup de choses. Et alors, maintenant, à partir d'un certain moment de la vie, on a recommencé, par exemple, de lire attentivement les Mémoires d'Outre-Tombe, qui est un livre absolument admirable. Et à partir de ce moment de la redécouverte, les choses, il y a des réminiscences, quoi. C'est-à-dire, on retrouve l'idée de la Velleda, enfin, les passages de René, enfin, etc. Oui. Est-ce que vous pensez, Paul-Louis Rossi, que, d'une certaine manière, Chateaubriand a marqué vos façons de lire le français et de parler français? De parler, je ne sais pas, je n'oserais pas dire une chose comme ça, parce que son langage devait être admirable. Le grand style du XVIIIe est admirable. C'est la langue de Rousseau. Et nous, on doit parler un jargon impossible. Donc, je ne dirais pas en parlant. C'est plutôt dans l'écriture que c'est repérable, et pas seulement
chez moi, pas seulement dans ce que j'écris, bien que je ne le sache pas. Je veux dire, je ne cherche pas à faire Chateaubriand, mais par exemple, il y a une admiration de Flaubert pour Chateaubriand. Ça, on ne sait pas ça. Et alors, l'autre jour, je pense que dans une conversation que nous avions eue, nous parlions d'André Breton, et tout à coup, je me suis dit, mais je me suis levé, je crois, pas au milieu de la nuit, mais alors que j'étais déjà couché il écrit quand même dans le premier manifeste Chateaubriand et surréalisme dans l'exotisme. Oui. Donc c'est une manière de rythmer au fond le français. C'est une admirable langue, et en plus ce n'est pas une langue pompeuse, pas du tout, parce qu'il a l'idée de ce qui est populaire aussi, curieusement. Moi je pense que s'il réussit si bien, c'est parce qu'il n'est pas en manque. Alors, il se promène dans cette langue qu'il s'est inventée, au fond, qui est une prose somptueuse, qui est très très proche, effectivement, de la poésie. C'est un des rares exemples où on peut dire que c'est très très proche d'une forme poétique. C'est parce que ce sont des versets, et en plus, à l'intérieur, il y a des choses qui sont quasiment prosodiques, quoi, où il y a une prosodie proche de ce qu'on pourrait appeler la poésie. Et alors il se promène là-dedans avec tout le registre dont il est capable, sans préjugés au fond, sans préjugés. Il est capable d'écrire effectivement, comme vous dites, cette langue somptueuse et en même temps de se comporter avec la liberté de quelqu'un qui n'écrit pas d'une certaine façon. Moi je trouve que plus je le lis, et plus je le trouve très anticonformiste. Il devait être... je ne sais pas, je ne veux pas discuter de ça, mais politiquement il devait être assez odieux. Je ne sais pas, puisqu'il a fait aussi une carrière politique, au fond. Mais dans sa littérature, et je suppose dans ses propos, quand il conversait, il est d'une énorme liberté. On voit qu'il n'a pas de préjugés, qu'il est très libre à l'intérieur de lui-même et de ce qu'il écrit, évidemment. Oui. Mais qu'est-ce que vous aimez, par exemple, dans Chateaubriand ? Est-ce que ça vous dérangerait de nous lire un passage ? Si vous permettez, je vais vous lire un texte, vous me direz si je suis trop long. Et celui-là, c'est un texte, curieusement, que je n'avais pas vu, je veux dire, je l'avais vu, mais je n'avais pas intégré personnellement, parce que comme il m'est très souvent arrivé de citer Chateaubriand, il y a des passages, évidemment, que je connais assez bien. Et celui-là, je ne le connais pas, et je l'ai trouvé grâce à vous, parce que j'ai cherché un petit peu ce que j'allais pouvoir lire. Et alors celui-là, je le trouve très surprenant. Et il est encore à Saint-Pierre-et-Miquelon, probablement. Enfin, il est près de Terre-Neuve, n'est-ce pas ? Un matin, j'étais allé seul au cap à l'Aigle pour voir se lever le soleil du côté de la France. Là, une eau yémale formait une cascade dont le dernier bond atteignait la mer. Je m'assis au ressaut d'une roche, les pieds pendants sur la vague qui déferlait au bas de la falaise. Une jeune marinière parut dans les déclivités supérieures du Morne. Elle avait les jambes nues, quoiqu'il fît froid, et marchait parmi la rosée. Ses cheveux noirs passaient en touffes sous le mouchoir des Indes dont sa tête était entortillée. Par-dessus ce mouchoir, elle portait un chapeau de roseau du pays en façon de nef ou de berceau. Un bouquet de bruyères lilas sortait de son sein que modelait l'entoilage blanc de sa chemise. De temps en temps, elle se baissait et cueillait les feuilles d'une plante aromatique qu'on appelle dans l'île thé naturel. D'une main, elle jetait ses feuilles dans un panier qu'elle tenait de l'autre main. Elle m'aperçut, sans être effrayée. Elle se vint asseoir à mon côté, posa son panier près d'elle et se mit comme moi, les jambes ballantes sur la mer, à regarder le soleil. Nous restâmes quelques minutes sans parler. Enfin, je fus le plus courageux et je dis « Que cueillez-vous là ? La saison des lucets et des atocas est passée. »
Elle leva de grands yeux noirs, timide et fière, et me répondit « Je cueillais du thé ». Elle me présenta son panier. « Vous portez ce thé à votre père et à votre mère ?»« Mon père est à la pêche avec Guillaumy. »« Que faites-vous l'hiver dans l'île ?»« Nous tressons des filets, nous pêchons les étangs, en faisant des trous dans la glace. Le dimanche, nous allons à la messe et aux vêpres, où nous chantons des cantiques. Et puis, nous jouons sur la neige et nous voyons les garçons chasser les ours blancs. Votre père va bientôt revenir ? Oh non, le capitaine mène le navire à Gênes avec Guillaumy. Mais Guillaumy reviendra. Oh oui, à la saison prochaine, au retour des pêcheurs, il m'apportera dans sa pacotille un corset de soie rayé, un jupon de mousseline et un collier noir. Et vous serez parés pour le vent, la montagne et la mer. Voulez-vous que je vous envoie un corset, un jupon et un collier ? Oh non. Elle se leva, prit son panier et se précipita par un sentier rapide le long d'une sapinière. Elle chantait d'une voix sonore un cantique d'émission, tout brûlant d'une ardeur immortelle, c'est vers Dieu que tendent mes désirs. Elle faisait envoler sur sa route de beaux oiseaux appelés aigrettes à cause du panache de leur tête. Elle avait l'air de leur troupe. Arrivée à la mer, elle sauta dans un bateau, déploya la voile et s'assit au gouvernail. On l'eut prise pour la fortune. Elle s'éloigna de moi. Oh oui. Oh non, Guillaumy. L'image du jeune matelot sur une vergue au milieu des vents changeait en terre de délices l'affreux rocher de Saint-Pierre. Pour parler un peu de Madame Récamier, est-ce qu'elle aurait joué un rôle dans le fait qu'à la fin de sa vie, Chateaubriand ait quand même réécrit un certain nombre de textes? Oh oui. Alors voilà, elle a quand même joué un rôle qui n'était pas, un rôle très noble dans cette affaire. Enfin, Chateaubriand avait consacré... Oui, parce que j'ai pas osé prononcer le mot de censure à propos de Madame Récamier, mais enfin, tout de même, c'est peut-être un peu l'idée qui vient. Pression. Oui. Tendre et amicale, Voilà. mais non beaucoup plus efficace sur Chateaubriand, qui a retranché une partie de ce qu'il avait écrit. Il avait en particulier consacré dans cette grande cathédrale qui sont les Mares de Toton, une chapelle, c'est-à-dire de grand développement, à Madame Récamier. Donc il avait essayé de tracer son portrait, dont elle n'était jamais contente d'ailleurs. Et une partie de ce texte a disparu. De même qu'il avait écrit le Congrès de Vérone, qui était en fait une pièce rapportée aux Mémoires d'Outre-Tombe, qui était donc toute la vie politique, les affaires étrangères, sous la Restauration, qui ont été coupées de plus de moitié, non pas par Madame Récamier, mais par des amis de Chateaubriand, d'anciens diplomates. Il ne fallait surtout pas citer tel ou tel qui était encore vivant, telle audace de style. Et ce qui est frappant de voir, c'est que même dans l'édition, la première édition, Penaud de 1849, certaines audaces de style
Et puisque nous sommes au printemps, il utilisait le verbe printanier pour parler des arbres et des arbustes. C'est beau. Eh bien, le mot a été censuré Ah. à l'époque parce qu'on l'a retrouvé archaïque et on l'a remplacé par verdir. Bien. Donc, il y a une sorte de conformisme à la fois stylistique, moral, intellectuel, qui pèse sur les mémoires d'outre-tombe et qui ont certainement, nous en avons retrouvé certains éléments, certains manuscrits antérieurs qui ont été retrouvés dans le manuscrit de Genève, mais nous avons peut-être perdu certains éléments de ces mémoires d'outre-tombe parce qu'ils ont été censurés par le petit groupe de l'abbaye au bois, avec Madame Récamier comme grande prêtresse, et qui est devenue finalement il y a une formule de Marie-Jeanne Dury qui a écrit une très belle vieillesse de Chateaubriand, et elle dit l'abbaye au bois était une sorte de culte monothéiste de Chateaubriand. Ah oui. Mais la prêtresse se donne des droits sur l'œuvre et sur le Dieu, ou le demi-dieu qui siège en son sein. Et je crois que c'est un reproche que l'on peut faire à Madame Récamier, c'est d'avoir un peu trop cédé au conformisme moral et bourgeois de son temps. Jean-Paul Thorrock, vous êtes un lecteur de Chateaubriand. Et vous aimez particulièrement, je crois, un livre de Chateaubriand qui s'appelle La vie de Rancé, qui est donc l'histoire d'un homme qui a vécu au XVIIe siècle. J'ai aimé ce livre très tôt, je pense l'avoir lu à 16 ans. Et je peux vous raconter une anecdote d'une manière tout à fait curieuse, puisque j'avais rencontré un peu par hasard Marcel Duchamp. Je n'avais même pas 17 ans, ignorant tout à fait qui était Marcel Duchamp. Et Marcel Duchamp m'a parlé de littérature. Et je ne me rappelle plus à quelle occasion, il m'a parlé de La vie de Rancé, et il m'a recommandé de le lire. Or, j'avais déjà entrepris dans la bibliothèque du lycée où j'étais la lecture complète des œuvres de Chateaubriand. Je devais en être à peu près au Natchez. Et je me suis précipité sur la dernière, c'est-à-dire La vie de Rancé, qui est le dernier livre écrit par Chateaubriand 4 ans avant sa mort. Évidemment, ça a été un éblouissement total qui s'est perpétué, je dois dire, jusqu'à ce jour. C'est-à-dire que c'est un livre que je relis très souvent. Pour expliquer cet amour que vous avez et de Chateaubriand et plus précisément de La vie de Rancé, vous pourriez peut-être nous en lire un extrait, comme ça on l'aurait dans l'oreille. Oui, je vais vous lire un extrait, mais c'est très difficile de lire un extrait parce que c'est un livre qui procède par éclair en quelque sorte. C'est-à-dire que, je crois qu'il est important de dire qu'il s'agit d'une commande, que Chateaubriand, oui, dans sa vieillesse, a renoncé à tout, y compris à la littérature, et que c'est son directeur de conscience, l'abbé Séguin, son confesseur, qui comme pénitence va lui demander d'écrire une biographie de l'abbé de Rancé. C'est lui qui a restauré la trappe. L'ordre de Saint-Benoît s'était très dégradé à cette époque, et comme de par ses héritages, il était héréditairement abbé de la trappe, il a rejoint la trappe, effectivement. Il est vraiment le créateur de la trappe d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il a restauré l'ordre de Saint-Benoît dans toute sa rigueur. Alors évidemment, derrière, il y a Huysmans, Léon Blois, et beaucoup de choses qui procèdent de cette refondation de la trappe par l'abbé de Rancé. Visiblement, il ne connaît pas très bien Rancé au départ, et en l'écrivant, alors au début, c'est vraiment une commande, il fait une biographie, c'est-à-dire une compilation de 2 ou 3 livres qui ont été écrits sur l'abbé de Rancé, dont le livre de Le Nain, et c'est vraiment une compilation, c'est-à-dire qu'il recopie. Oui. Et puis tout à coup, il s'aperçoit, et c'est très difficile, ça se passe progressivement, tout à coup, que l'abbé de Rancé, d'une certaine manière, c'est lui. Et il y a une sorte de divination de cet abbé Séguin qui vraiment lui a donné à écrire le livre où il allait peut-être pouvoir s'exprimer le plus profondément à travers un personnage dont il s'aperçoit avec effarement qu'il est lui-même. Et à partir de là, il y a un glissement dans le texte
il ne s'agit plus de l'abbé de Rancé, il s'agit d'une vie imaginaire de l'abbé de Rancé qui devient la vie réelle de Chateaubriand. Et c'est pour ça que c'est difficile de choisir un extrait, parce que ça s'opère par glissement imperceptible. Le livre est entièrement fait sur la déviation ou la divagation. C'est-à-dire, il y a des moments où Chateaubriand recopie scrupuleusement les renseignements qu'on possède sur l'abbé de Rancé, tout à coup il déraille complètement. Soit qu'il se met à parler de lui, ouais, soit que le livre divague, aux deux sens du mot, c'est-à-dire qu'il sort sans cesse du texte, Chateaubriand sort sans cesse du texte, et en même temps il court la campagne. Ce qui fait que le livre va être parcouru par des espèces de leitmotifs, au sens musical du mot, qui n'ont plus rien à voir avec le sujet initial. Le leitmotiv principal, c'est évidemment la mort, qui est vraiment le thème récurrent. Mais on a également des leitmotifs très curieux comme l'Orient. C'est-à-dire que tout à coup, il y a des phrases tout à fait admirables, orientales de timbre, et qui font appel à un ailleurs, comme ça, qui n'a strictement plus rien à voir avec le texte original. Je peux essayer de vous donner un exemple. Oui, oui, hein, oui. Je veux dire, à partir du moment où on quitte le ton habituel de la compilation biographique, et où on se met à parler d'autre chose. Donc il va raconter la vie de Rancé. Bien entendu, il s'aperçoit que Rancé a exactement eu la même vie que lui. C'est-à-dire que Rancé est de très noble famille, on l'a destiné à la carrière ecclésiastique, il a été tonsure à l'âge de 9 ans, donc il a reçu un héritage des tas de prieurés, des abbayes et des choses comme ça. Bien sûr, il a une enfance, une jeunesse très dissolue. Il est extrêmement érudit, il lit couramment le grec à l'âge de 10 ans, il fréquente un peu plus âgé tout le salon de l'hôtel de Rambouillet, tous les milieux intellectuels, artistiques de l'époque, on peut dire, et voilà. Donc nous sommes au moment où Rancé va se retirer à la trappe, et Chateaubriand, tout à fait classiquement, va décrire le monastère, enfin l'abbaye de la Trappe, dans la région du Perche. Donc il commence tout à fait dans le style de la biographie descriptive. L'abbaye de la Trappe n'était point fortifiée à l'instar d'autres monastères, de qui les abbés, comme à Bon de Paris, menaient vaillamment les mains. Aussi, pendant les 2 siècles que les Anglais ravagèrent la France, la Trappe fut pillée plusieurs fois, notamment dans l'année 1410. D'après les Pouillés, l'abbaye possédait les terres rouges, les bois de Grimont, le chemin aux chênes de Beyrouth, les bruyères, les 9 étangs et les ruisseaux qui en sortent. Par où passait le chemin aux chênes de Beyrouth? D'où venait l'immortalité de ce chêne, immortalité qui ne dépassait pas son ombre? Les bruyères s'étendant vers cet horizon sont-elles les mêmes que celles mentionnées au Pouillet? Je viens de les traverser. Enfant de la Bretagne, les landes me plaisent. Leur fleur d'indigence est la seule qui ne se soit pas fanée à ma boutonnière. Là s'élevait peut-être le manoir de la Châtelaine. Elle consuma ses jours dans les larmes, attendant son mari qui ne revint point de la Terre Sainte avec l'abbé Herbert, qui naissait, qui mourait, qui pleurait ici. Silence. Des oiseaux au haut du ciel volent vers d'autres climats. L'œil cherche, dans les débris de la forêt du Perche, les campaniles abattus. Il ne reste plus que quelques clochetons de chaume. Bien que des Things annoncent encore la prière du soir, on n'entend plus à travers le brouillard retentir cette cloche nommée à Aubrac, la cloche des perdus, qui rappelle les errants. Errantès révoqua. Meurt d'autrefois, vous ne renaîtrez pas. Et si vous renaissiez, retrouveriez-vous le charme dont vous apparaît votre poussière. Je crois que c'est un exemple admirable de cette espèce de cheminement de la pensée qui est très proche de ce que les surréalistes appelleront plus tard l'écriture automatique, puisqu'il décrit... On procède par association, d'une certaine façon. Par association d'idées complètement alogiques, hein, et en même temps avec ce style qui donne une unité à tous ces éléments disparates, et c'est tout un processus de métamorphose, de transformation,
Alors, il cite les terres que possédait l'abbaye, il tombe sur le chemin aux chênes de Beyrouth. Alors, et puis après, on se retrouve en Bretagne ensuite. C'est Beyrouth, oui. Et tout à coup se surimpressionnent les paysages de Bretagne. Hein, et la Terre Sainte. Et la Terre Sainte qui revient. Les campaniles qui se surimpressionnent à la forêt du Perche, qui se surimpressionnent aux meules de foin. Hein, et puis, alors, il y a tout ce cheminement comme ça. Et puis tout à coup, il y a l'apothéose de la dernière phrase, qui n'a plus d'ailleurs aucun rapport non plus logique avec le reste. C'est meurt d'autrefois, vous ne renaîtrez pas, et si vous renaissiez, retrouveriez-vous le charme dont vous apparaît votre poussière. Alors évidemment, c'est très troublant de le lire. Une espèce de vertige qui vous prend, de trouble profond, parce que... Presque un trouble spatial, hein, au fond. On est tout d'un coup temporel et spatial. Et temporel. Oui. Parce qu'il mélange non seulement tous les paysages, mais toutes les époques. Et à un moment, il a un incident où il s'aperçoit qu'il est en train de tout mélanger, et c'est juste une incise dans une phrase, entre parenthèses, et il dit « Je suis moi-même le temps ». Donc c'est comme s'il était subspecie eternitatis, et que tout à coup, sous son regard mental, tous les temps et toutes les époques ne faisaient plus qu'un. Il y a effectivement une particularité dans cette vie de Rancé, c'est que Rancé... Oui, parce qu'on a dit... Un miracle qui s'est... Il y a un miracle qui s'est passé. C'est-à-dire que comme Chateaubriand, il mène une vie brillante, dissolue, il a des tas de maîtresses, bon... et puis, alors son chemin de Damas, c'est extrêmement curieux. Donc il va s'éprendre d'une femme très belle, que le cardinal de Retz dit assez légère, qui est la duchesse de Montbazon, qui est mariée à un vieux barbon, qui a près de 80 ans, alors qu'elle en a 30. Je pense qu'il a une liaison avec elle du vivant de son mari, enfin ça c'est pas très grave à l'époque. Le mari meurt et il poursuit cette liaison avec elle. L'histoire ne dit pas s'il continue à voir d'autres femmes, mais je pense que Chateaubriand pense également que non, il lui est d'une certaine manière fidèle et elle aussi. Il est très attaché à elle. Et il a une terre près du château de la duchesse de Montbazon, Marie de Montbazon. Et donc il se fréquente en voisin, également en amant bien sûr. Et un jour qu'il est parti à la chasse, il passe près du château de son amante et il décide de lui rendre visite. C'est la fin de l'après-midi, le parc est désert, il s'approche du château, il entre, le hall du château est désert, il appelle les domestiques, pas de domestiques. Il monte l'escalier qui mène aux appartements de la duchesse et il arrive à la chambre. Et là, près du lit, il y a des tréteaux et sur les tréteaux, il y a un cercueil. Et sur le cercueil est posée une tête. Et il reconnaît cette tête, c'est la tête de la femme qu'il aime, c'est la tête de Marie de Montbazon. Alors on imagine le foudroiement. Alors ça, c'est une histoire qui est racontée par un biographe anonyme de Rancé, à la fin du XVIIe, dont Saint-Simon se gausse d'ailleurs en disant que c'est une histoire invraisemblable, parce que l'explication qu'il donne, c'est qu'elle est morte subitement. Bon, on a fait venir le menuisier qui fabrique les cercueils, il est arrivé avec un cercueil, le cercueil était trop court. Voilà. Donc, logiquement, il a coupé la tête. Et Saint-Simon trouve ça ridicule, et c'était quand même beaucoup plus facile de construire un cercueil plus grand. Mais Chateaubriand est tout à fait partisan de cette histoire. Et à partir de là, il y a cette espèce de figure terrible de la tête coupée qui plane presque sur toute l'œuvre. Chateaubriand raconte, là aussi c'est une légende probablement, mais qui est tellement belle que quand Rancé va se réfugier à la Trappe, il amène la tête de sa bien-aimée, qu'il la garde dans un placard dans sa cellule. Et Chateaubriand dit, mais bien des années après, les successeurs de l'abbé de Rancé conservaient également la tête momifiée de la duchesse. Ça donne une charge assez horrible, mais enfin, il faut pas oublier qu'on est aussi à l'époque des romans gothiques, et il y a tout aussi... Mais oui, les romans noirs. Oui. Et c'est comme s'il reconnaissait dans le XVIIe siècle, et là c'est une vérité absolument totale, l'origine même du romantisme
après la rupture des Lumières, hein, c'est-à-dire la philosophie de l'ombre, en quelque sorte. Donc quelque chose se renoue là. Il y a quelque chose se renoue, et qu'il est le premier à renouer. Maintenant, on le sait, que les véritables précurseurs du romantisme, c'est évidemment pas le XVIIIe siècle, mais c'est cette littérature très étrange du XVIIe. Nous sommes ici dans un parc, on a entendu quelques oiseaux. Ce parc de la Vallée aux Loups, eh bien ce parc a été planté par Chateaubriand. Et il le dira lui-même à un certain moment, c'est dans les Mémoires d'Outre-Tombe, c'est sa seule famille. Et ce parc est là pour évoquer les différents voyages. C'est l'itinéraire de Paris à Jérusalem, c'est l'Amérique, c'est la Bretagne natale, qui sont là rassemblés autour de lui. Et donc il va planter ces arbres, et ces arbres sont la plupart du temps des dons qui proviennent d'amis. C'est Madame de Duras, c'est Nathalie Noailles que je citais tout à l'heure à Méréville, qui a de fort belles serres, c'est Joséphine de Beauharnais qui offrira un magnolia, et il y a 2 magnolias en France à l'époque, l'un des 2 viendra ici à la Vallée aux Loups. Donc à la fois il y a ce lien d'amitié très fort entre différents personnages venus de milieux, d'horizons, qui ont traversé des vies très, très agitées, et en même temps cet amour profond de la nature et des arbres. Une vie, une œuvre. François-René de Chateaubriand, 1768-1848. Avec Jean-Paul Clément, Jean Gilibert, Christian Jambet, Philippe Solers, Paul-Louis Rossi, Jean-Paul Torroc. Mixage Étienne Roulette, Julien Douminc. C'était une émission de Christine Goémé, réalisée par Marie-Ange Garando. C'était Une vie, une œuvre, François-René de Chateaubriand par Christine Goémé. Première diffusion le 30 mai 1996 sur France Culture.